Salut à vous et bienvenue dans 100% Jeunesse, l'émission qui donne la parole à la jeunesse. Bienvenue également pour ce 18e numéro dont je vous propose de regarder tout de suite le sommaire. C'est parti. On vous présentera le journal d'un borderline, histoire d'un jeune homme homosexuel torturé, diagnostiqué d'un trouble de la personnalité borderline. Son auteur en est victime, lui aussi. Alex Aube nous racontera comment il est venu à bout de son plongeon dans l'alcool, la drogue et les médicaments. Tous les deux, élèves de terminale au lycée des métiers de l'hôtellerie Raymond Mondon à Metz, ont remporté le trophée Frédéric Delair à seulement 17 ans. C'est un début de carrière prometteur pour Jean-Baptiste Domange et Raphaël Michaud. Ils sont en plateau avec nous pour nous concocter un cocktail éco-responsable avec une surprise en toute fin de réalisation. Ça sera à suivre. Puis en fin d'émission, de la musique au pop-folk avec Ayel. Elle nous embarquera pour un moment de douceur et de légèreté accompagnée de son ukulélé. Voilà ce qui vous attend pour cette émission. Voilà en tout cas pour le sommaire 100% jeunesse. C'est parti, let's go. Et on commence tout de suite avec ce premier sujet. Selon l'OMS, 2% de la population mondiale souffrerait d'un trouble de la personnalité borderline. Est-ce que vous en avez déjà entendu parler en plateau ? Pas du tout. Et bien c'est Alex Aube qui va nous en parler. Il sort justement un livre, Journal d'un borderline. Toi Alex, tu as été justement diagnostiqué il y a tout juste 4 mois de ce trouble. Comment se caractérise finalement le trouble de la personnalité borderline ? Il y a 9 symptômes qui permettent de décrire une personne borderline. Parmi eux, tu vas avoir les tendances à la dépression, tendances suicidaires, tendances aux addictions, la solitude, le fait de se sentir vide constamment. Tout ça, ça fait partie des 9 symptômes. Et pour décrire une personne borderline, il faut qu'il y ait minimum 5 symptômes. Voilà, pour que la personne puisse être diagnostiquée. Aujourd'hui, ça va mieux ? Aujourd'hui, ça va nettement mieux. Ça va nettement mieux, mais il y a eu beaucoup d'étapes qui ont été franchies et qui m'ont permis justement de pouvoir être la personne que je suis aujourd'hui et de vivre avec mon trouble de la personnalité. Et aujourd'hui, tu signes donc ce livre, Journal d'un borderline. C'était quoi son but premier ? Sensibiliser, aider peut-être d'autres jeunes, un peu moins jeunes peut-être, qui ont ce trouble comme le tien. C'était quoi son but premier ? L'objectif, c'était de permettre de faire découvrir plutôt à la population en fait, ce trouble de la personnalité. 2%, c'est quand même énorme et il y a certains chiffres qui montraient jusqu'à 4% même. Donc on ne s'en rend pas forcément compte, mais il est partout présent autour de nous et les gens ne le savent pas. Il y a des gens qui n'ont pas encore été diagnostiqués et qui vont peut-être l'être par la suite et qui vont être complètement perdus comme j'ai pu l'être moi quand on m'a annoncé que j'étais borderline. Donc le but, c'est de pouvoir aider un petit peu toutes ces personnes et aussi les proches. À travers un personnage principal, un jeune homme homosexuel torturé. Il va se confier finalement dans un journal intime. On va vivre toutes les réactions que pourrait vivre finalement une personne borderline. Finalement, ça aurait pu être un livre autobiographique. Ça aurait pu tout à fait l'être. J'ai choisi de ne pas aller sur la voie de l'autobiographie, effectivement, dans le sens où je pense que ça remuerait énormément de choses au niveau de mon cercle proche. Et il y a des choses, je pense, qu'il est préférable de garder pour moi. Il y a quand même des similitudes entre l'histoire de ce jeune homme dans le livre et ton histoire à toi personnelle. Effectivement, beaucoup de similitudes, mais pas que. Pas que. Il y a énormément de choses que j'ai inventées aussi et qui sont romancées justement pour apporter un petit peu de piment aussi. Alors je le disais justement dans le sommaire, tu as plongé dans l'alcool, la drogue et les médicaments. Comment arrive-t-on à se sortir la tête de l'eau ? On imagine que ça n'a pas été simple, ça a été une période de la vie qui à mon avis a été compliquée. Ça a été très compliqué, effectivement. C'est une période de ma vie qui n'est pas du tout saine, où je me mettais fortement en danger. Aujourd'hui, j'ai de la chance d'être encore en vie. Et il faut être accompagné de professionnels de santé compétents et avec qui on peut leur donner toute notre confiance pour pouvoir aller de l'avant. Je pense que l'accompagnement, c'est super important. Tout seul, c'est très difficile de faire face. C'est compliqué, j'imagine aussi de gérer, toi qui es en études, en 5e année de pharmacie, on connaît le rythme finalement de la médecine. Comment ça s'est passé un petit peu, gérer l'aspect scolaire et puis ce trouble également qui a été omniprésent finalement dans ta vie ? Finalement, j'ai géré un petit peu les deux ensemble. J'avais des rendez-vous régulièrement avec ma psychiatre, qui me suit encore actuellement. Et on parlait à la fois du trouble de la personnalité, mais aussi des études. Et on avançait sur les deux terrains ensemble. Et les études, pour moi, c'était un petit peu un moteur, justement, une raison de m'accrocher et de continuer à me battre. Donc, c'était très motivant. Est-ce que tu connais l'origine de ce trouble ? Je la connais depuis peu, effectivement. Mais je ne peux pas encore en parler. On garde ça
personnel pour la vie privée. Dès les premières pages du livre, tu avertis justement ton lectorat avec ces lignes. L'histoire sera agrémentée d'éléments difficiles à lire. Je tiens donc à avertir toute personne sensible à faire attention. Mon but n'est pas de heurter la sensibilité de qui que ce soit ou de réveiller de vieux traumatismes. Il y a un chapitre en particulier qui est assez violent, assez dur. Tu vas pouvoir justement nous le raconter et on imagine que ça a été compliqué également pour toi de l'écrire. Tout à fait. Mon personnage principal subit un viol au bout d'un moment dans ce livre. Et je pense que le lire, c'est quelque chose de très douloureux. L'écrire a été aussi douloureux pour moi. J'ai subi 2 viols dans ma vie. Et forcément, ça fait remonter beaucoup de choses en soi. Et voilà. C'est aussi l'un de ces risques en tant que personne ayant un trouble justement de la personnalité borderline, de se mettre en danger sans en avoir finalement conscience. C'est ça, on est constamment dans le déni, on se dit c'est pas grave, je continue, je vais dans mon chemin, je fais ce que j'ai envie de faire. Et le problème c'est qu'on ne se rend pas compte des conséquences qu'il y a derrière. Et ça nous amène à des situations qui sont extrêmement compliquées, extrêmement difficiles à vivre. Je pense que si j'avais été diagnostiqué plus tôt, j'aurais eu un traitement adapté plus tôt et je n'aurais pas été confronté à toutes ces situations qui m'ont un petit peu détruite, effectivement. Est-ce que ce livre, ça serait pas aussi une manière d'alerter finalement la population que le trouble existe et qu'il faut peut-être penser à aller consulter, à aller se faire diagnostiquer? Ah oui, tout à fait, tout à fait. D'ailleurs, dans mon livre, je décris les 9 symptômes. Pour se considérer comme étant borderline, il faut en avoir minimum 5. Donc si une personne se reconnaît dans déjà 5 symptômes, moi je conseillerais d'aller consulter un professionnel, effectivement. C'est quoi rapidement les symptômes les plus fréquents qui reviennent le plus régulièrement? Toi qui je le sais, est dans des groupes, dans des réseaux, dans des communautés avec ces personnes qui, comme toi, ont ce trouble. La dépression, la colère, la sensation de vide, la solitude, ceux-là c'est vraiment les plus importants, effectivement. Journal d'un borderline. On suit le personnage principal, un jeune homme qui, comme toi, pourrait te ressembler. Lui, il parle de thérapie quand il se confine dans le journal intime. Est-ce que ça ne serait pas pour toi, ce livre, une thérapie également? Ça a été une thérapie puisque j'ai commencé à l'écrire alors que je n'étais pas encore stabilisé. Donc oui, ça a été une véritable thérapie pour moi de me confier à travers ce personnage et d'apprendre à gérer en même temps mon trouble, effectivement. Merci Alex Aube d'avoir été à nos côtés aujourd'hui, je le rappelle. Journal d'un borderline qu'on retrouve sur Amazon, mais également sur le site de l'édition, aux éditions Edilive, et sur Amazon, je viens de le raconter. Merci et bon courage pour la suite. Merci. Et belle continuation. Eux, ils ont ramené la coupe à la maison. Oui, désolé, j'ai pas trouvé mieux comme transition, mais c'est la vérité finalement. Il ne s'agit pas de n'importe quelle coupe. En plus, Jean-Baptiste et Raphaël, vous avez ramené et vous avez remporté la 5e édition du trophée Frédéric Delair, un concours ouvert à tous les apprentis, élèves de CAP, BTS et lycées en relation bien sûr au métier de l'hôtellerie. Le concours, il a eu lieu il y a un peu plus d'une semaine. Est-ce que vous avez pu fêter ça? Oui, bien sûr. Bien sûr. Ouais. On a tout dit à notre famille. J'imagine qu'ils étaient contents. Exactement. Ils étaient fiers. Ils nous ont un peu suivis dans toute cette aventure et donc c'est comme s'ils avaient gagné eux aussi. Donc, parce que justement on a fait participer tous nos proches et tout notre entourage était derrière nous, les camarades de classe, les amis, etc. Donc tout le monde était vraiment très 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 content de la nouvelle. Un grand soutien finalement derrière vous, un soutien aussi aujourd'hui parce que juste derrière ces caméras, il y a tous vos proches, il y a vos enseignants également qui sont avec vous aujourd'hui. Qu'est-ce que ça représente pour vous le prix Frédéric Delair? Alors, ça représente un grand prix prestigieux déjà et puis ça présente déjà des belles perspectives pour l'avenir parce que ça nous a permis déjà de rencontrer énormément de personnes lors du prix. Des professionnels du milieu, des directeurs de salle, des meilleurs ouvriers de France. Et le monde de l'hôtellerie-restauration est relativement petit, donc... Ça vous a ouvert des portes pour la suite. Exactement. Comment se sont passés un petit peu les préparatifs du concours? Là, on vous voit justement à l'écran en train de passer finalement ces épreuves. Comment se sont passés ces préparatifs? Alors, les préparatifs, elles ont duré vraiment assez longtemps. C'était des préparations qui étaient très intenses. Donc ça se passait principalement le vendredi après-midi et on terminait souvent très tard, aux alentours de 19h.
Et donc voilà, on faisait à chaque fois les épreuves dans le détail. Et puis à la fin, on enchaînait toutes les épreuves parce qu'elles étaient plus qu'à peaufiner finalement. Et donc ça se jouait vraiment sur le détail parce qu'un concours, ça joue sur le détail. Et voilà, donc on est très fiers de ce qu'on a fait quand même. C'est le détail des fois qui peut faire justement la différence. Vous faisiez partie des plus jeunes de ce concours. Est-ce que vous pensiez remporter ce prix? Alors, on espérait aller le plus loin possible. Pour le podium. Le podium était Convoité. exactement. Après, on n'imaginait pas forcément gagner à la première place, mais en tout cas, on espérait aller le plus loin possible. Vous allez remporter ce trophée quand même face à des meilleurs apprentis de France. Exactement. Ça en dit Exactement. beaucoup Oui, oui. quand même pour la suite. Il y a eu plusieurs étapes pour ce prix parce que toute la journée, il y a eu différentes étapes. Et même avant. Même avant, Même avant. quelles ont été finalement ces étapes dont vous avez pu participer et briller finalement? Donc la veille, on a eu une espèce de goûter à la Tour d'Argent et commémorer un peu cette finale. Donc on a pu rencontrer certains membres du jury, les autres binômes concurrents. Et également, on a pu voir à quoi ressemblaient les coupes donc des vainqueurs. Et ensuite, du coup, le lendemain, on a enchaîné les épreuves. On a commencé avec une épreuve sur le café pour enchaîner avec le cocktail. Non. On a enchaîné sur la mise en place La de mise en place de table, table. et après tout ça a enchaîné très vite. Vraiment, on a eu un atelier sur le fromage, un atelier sur le vin, un atelier sur le cocktail justement qu'on va vous faire. Et ensuite l'après-midi, on a eu une épreuve autour du canard et des crêpes flambées. À travers vos créations, vous souhaitez finalement faire voyager le client. Expliquez-nous. Comment c'est possible? Alors, on a recherché dans la plus grande majorité de nos épreuves de raconter une histoire pour que le client, on l'emmène avec nous. Et donc, voilà, on avait quelques petites anecdotes. Ça se joue sur les anecdotes, en fait, les épreuves. Et voilà, on voulait vraiment l'emmener avec nous, leur apprendre des choses. Et voilà, c'est pour ça. Et puis, ça nous fait plaisir de transmettre un savoir aussi. Parce qu'au-delà du concours où on a voulu faire voyager donc, les jurys clients, c'est une réelle tendance en restauration actuellement. C'est-à-dire que les clients ne viennent pas que pour manger, se restaurer. Ils viennent vraiment pour découvrir des histoires, découvrir de nouveaux produits ou alors des nouvelles personnes qui créent ces produits d'exception. Et nous aussi, je vous propose qu'on va découvrir avec vous des nouvelles sensations, des nouvelles odeurs aussi, parce que le timing nous court un petit peu après. Et vous êtes venu nous faire un cocktail. Moi, je vous propose qu'on commence un petit peu. Vous allez nous expliquer un peu les étapes. On va poursuivre en même temps l'interview. Ça va être sportif, double. Va falloir faire être deux en un. Vous nous avez préparé quoi comme cocktail? Alors, on va vous préparer un cocktail éco-responsable. Donc, c'est le cocktail que nous avons présenté justement au Trophée Frédéric Delair. C'est un cocktail donc éco-responsable et local parce que justement, il vient uniquement de Lorraine. Allons-y, on y va. On y va. Alors, on se met debout pour être dans les bonnes conditions. On va commencer par quoi? Alors déjà, on va commencer par la base du cocktail. Donc on va exprimer de la vivacité avec donc du jus de rhubarbe, avec un petit peu de jus de citron et un miel de sapin des Vosges, donc qui est une appellation d'origine contrôlée. Et donc j'ai déjà fait le mélange pour être un petit peu plus rapide. Et Anticiper les tâches. exactement. Donc on va déjà verser cela dans le shaker et ensuite on va rajouter donc un gin donc qui est une eau de vie réalisée à partir donc d'une macération de baie de genièvre et donc ici il est parfumé également au poivre de Timut. Je rappelle que l'alcool est dangereux pour la santé, Et à bien consommer sûr, avec avec modération. Bien modération. sûr, il fallait absolument que je fasse cette petite aparté. Alors, allons-y, on va vous On voir y ça va. sur ces belles images de Pierre qui nous a rejoint. Donc on ajoute ce gin et on va shaker l'ensemble pour bien le rafraîchir. Et donc l'idée c'est d'avoir une boisson pour l'apéritif ou justement l'idée de ce cocktail c'était avant d'installer les convives à table qui puissent partager cette boisson et ouvrir l'appétit. Ça c'était le cœur du sujet. D'accord, et là on va checker, c'est ça? On va shaker le cocktail pour le Ça m'a rafraîchir. toujours impressionné dans les bars. Ça vous a jamais impressionné la technique? Moi je me suis dit un jour ils vont faire ça, il y a tout qui va tomber, il y a tout qui va... Mais voilà, regardez comment c'est maîtrisé s'il vous plaît. Et donc, dans le côté éco-responsable, on a aussi travaillé sur le support, donc nos verres. Nos verres, c'est des bouteilles réutilisées de thé glacé. Et donc, voilà, on voulait vraiment rechercher ce côté éco-responsable
via également le support, mais aussi en fumant dans les anciennes bouteilles de gin qu'utilisait La distillerie du Castor. La distillerie du Castor, donc, qui produit ce gin assez incroyable. Donc, comme je l'ai dit, il est parfumé au poivre de Timut. Et on va donc venir terminer le cocktail avec une bière, puisque la Lorraine est quand même une région donc, qui apprécie la bière, qui en produit. Et donc, c'est la bière de mon village pour. On ne peut pas faire plus local. Donc ici, on travaille avec la brasserie Mature, donc, avec qui on travaille sur cette bière, qui est une bière blanche, qui va venir apporter la fraîcheur parce que elle est parfumée notamment à l'agrumes, à l'orange et au citron. D'accord, et donc là, vous allez mettre le cocktail. En plus, on a une petite bestiole qui nous a rejoint sur ce plateau. C'est peut-être les odeurs de sapin qui nous l'ont amené. Donc là, vous mettez le cocktail sous une cloche, c'est ça alors? Sous une cloche, parce que donc on va terminer ce cocktail en fumant le cocktail. On va le fumer aux épines de sapin des Vosges. Et donc, on va avoir cette fumée qui va descendre petit à petit donc, dans notre bouteille, qui a été encore une fois donc, coupée par nos soins. On a cette brume qui va venir envelopper notre cocktail, puisque le nom du cocktail, c'est la brume du Donon. Donc l'idée, c'est qu'après, on serve le cocktail directement au client et on n'a plus qu'à déclocher et donc la fumée s'échappe. Voilà. On va le faire en live, non? Eh bien, on va le faire. On va déclocher. Je peux venir déclocher ou pas? Allez. Allons-y. Je vais venir déclocher. C'est la toute première fois que je décloche. Donc j'espère ne pas rater le... un petit peu. Donc c'est très simple. Quelle odeur! Donc il y a juste à lever délicatement. On fait tourner un petit peu pour dissiper la fumée. On va pouvoir voir donc la fumée descendre du cocktail et donc s'échapper. Il ne faut pas que je me rate. Non, non, attention. Donc là, je lève et je fais les petits tours, c'est ça? Exactement. Et tout va sortir. Grosse responsabilité. Hein. Attention, on lève bien droit. Voilà. Et donc là, on a la fumée qui se dissipe. Impressionnant. Et donc la brume du Donon. Voilà, brume du Donon. On le sent. Ça porte son nom. Et ouais. Bah, bravo, félicitations. On garde ça, on va aller déguster ça après l'émission. Et donc l'idée après, c'était donc de rajouter un morceau de rhubarbe pour rappeler donc les éléments du cocktail, à savoir notre jus de rhubarbe. Et l'idée, comme je l'ai dit, c'est d'ouvrir l'appétit. C'est donc que le client puisse croquer dans ce morceau de rhubarbe pour réveiller l'acidité et réveiller donc toutes les papilles gustatives. Bon, bah nous aussi, alors on va réveiller nos papilles gustatives juste après cette émission. Les garçons, qu'est-ce que vous voulez faire par la suite? Toi Jean-Baptiste, c'est plutôt les milieux de la salle qui t'intéressent? Exactement. Moi, je serais plus parti pour un BTS en MHR, donc dans les métiers de la salle. Donc vraiment pour me spécialiser, pour aller ensuite dans les grands établissements. Et toi, Raphaël? Et moi, pour l'instant, je me dirige effectivement dans ce milieu, ça c'est certain. Maintenant, je passe également des concours en cuisine et donc j'évolue dans ce milieu et je travaillerai dans ce milieu, ça c'est sûr. Et bon, on prendra de vos nouvelles alors quand vous serez dans les plus grands hôtels étoilés peut-être de France ou même à l'étranger. Merci en tout cas d'avoir été avec nous, de nous avoir fait ce bon cocktail, vous nous avez fait rêver. On a l'odeur du sapin sur le plateau, c'est super agréable. Merci infiniment et félicitations encore pour ce trophée. On enchaîne tout de suite avec un rendez-vous à ne certainement pas manquer. Ça sera le dimanche 24 avril. Les jeunes symphonistes mosellans seront sur la scène de l'Arsenal à Metz, accompagnés de l'orchestre symphonique Javeria de Bogota pour jouer l'Élio ou le retour à la vie Lector de Berlioz, un concert qui marque l'aboutissement d'un programme de coopération internationale qui les avait réunis en 2020 en Colombie pour assister à ce happening futuriste. Vous pouvez réserver vos places sur le site de la Cité musicale de Metz, cité-musicale.fr. À présent, direction la musique, on continue dans la même poursuite avec toi. Aëlle, c'est ta maman finalement qui était un petit peu à l'origine de cette passion pour la musique. Tu as suivi un petit peu ses traces. Ouais, si on veut. Ma mère était donc prof de musique dans les écoles. Et ouais, les mercredis après-midi, en fait, on la suivait, ma petite sœur et moi, parce que il n'y avait pas forcément quelqu'un pour nous garder l'après-midi. Et puis, ma petite sœur était pas... Elle kiffait pas trop, quoi. Mais moi, ça va, j'aimais bien. Elle était plus dure là-dessus, mais non, c'était cool. Et ouais, on va dire que c'est un peu ça qui t'a bercé. Ouais. Dans la musique, ça s'est enchaîné après à la fac avec un groupe, justement. Mais finalement, c'est solo que tu continues l'aventure. Pourquoi, finalement, en solitaire sur scène?
Ah, parce que jouer avec des gens, c'est super chouette. Mais, Jouer solo, c'est mieux. Solo, c'est cool, mais avec des gens, dans un projet solo, c'est vraiment chouette. Parce que dans un groupe, moi, je trouve que ce qui est difficile, c'est de maintenir une osmose, un truc pour que tout le monde soit exactement au même moment, dans la même mouvance, tout le monde ait envie de la même chose. Moi, je trouve que c'est compliqué. Et mon ancien groupe, je crois qu'au maximum, on a été 7. Ah oui, ça fait du monde tout de suite Ça sur fait scène, du monde à s'occuper. se coordonner. Et quand tout n'est pas bien réparti, c'est parfois un peu compliqué. Et je trouve que finalement, être tout seul, c'est cool. C'est mieux. Tu te caractérises comme une diseuse d'émotions. Explique-nous. Et je crois que ce que moi je préfère, pourquoi je fais de la musique, moi je fais de la musique parce que j'aime bien. Je sais pas, chacun Véhiculer ressent, des émotions, une chacun ressent un ambiance. peu ses trucs et en fait je dis ce qui déborde de moi. Voilà, ça c'est comment je fais de la musique. Dans tes musiques, tu nous racontes le propre de la vie, mais également ces drames, des histoires que tu as vécues de près ou de loin. On va s'arrêter sur un titre que tu as écrit. Il s'appelle Le Vélo. Il a justement une signification assez importante à tes yeux. On va regarder un court extrait et on en reparle juste après. Écoutez. Et tu sais, la vie, c'est ce qui arrive quand t'avais autre chose de prévu. La, 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 la. Une musique touchante, de sensibilité, pardon, l'histoire finalement de tes proches qui va malheureusement avoir des petites complications à vélo. Ouais, et je crois que du coup le clip de Robin Verduzen le montre pas trop mal. C'est un peu compliqué parce que c'est des c'est des trucs un peu perso et moi j'avoue que je suis un peu comme toi et j'aime pas beaucoup ça. J'aime bien cacher ça sous une montagne de métaphores de vélo. Mais ouais, c'est un truc pas très chouette qui est arrivé à quelqu'un de très proche de moi. Mais c'est ce qu'on fait quand... Ouais, c'est ça. Quand il y a un truc moche qui arrive, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on reste par terre? Est-ce qu'on se relève? On fait des trucs? Finalement, c'est ça. C'est la vie, ce qui arrive quand tu avais autre chose de prévu. Comment toi, tu réagis? Voilà. Il faut arriver à se relever et on se relève avec la musique. C'est en tout cas ce que tu nous dis. La musique, c'est également des bons moments, notamment avec ton équipe. On va pouvoir les voir justement avec ces images, avec tous ces techniciens. Il y a une atmosphère, une ambiance finalement qu'on retrouve en studio et qu'on retrouve également sur les titres. Ouais, c'est surtout Aurélia et Sacha en fait qui ont travaillé avec moi sur mon EP, Quel âge il est. Et ouais, on s'est retrouvés pendant un mois chez Sacha, dans son studio, à travailler tous les jours. Et ouais, il y avait une ambiance un peu de colonie de vacances. On avait appelé ça la colonie Quel âge il est. On était des grands enfants qui faisions de la musique toute la journée, quoi. Alors justement, je tiens ton premier EP. Il est sorti il y a quelques mois. Quel âge il est? Quelle est la connotation de ce titre? Quel âge il est? Quelle heure est-il? Quel âge a-t-il? Non? Ouais, c'est ça, c'est un mélange entre les deux. Un petit mélange. Et ouais, la réponse, c'est selon comment on se sent. Par exemple, je sais pas, tu rentres du boulot et vraiment, tu as passé une sale journée, il est plutôt 40 ans, quoi. Et par contre, tu es en compagnie de nos 12 amis et tu t'amuses bien et tout. Et là, il est plutôt, je sais pas, 16, 17, 18 ans. On passe une bonne soirée. Et puis si tu es juste en train de t'amuser sur ta balançoire alors que tu as tout à fait pas du tout l'âge de le faire, peut-être qu'il est 5 ans et demi. Voilà. En fonction des moments, en fonction des périodes de la vie. Il y a des projets pour la suite, des dates? Ouais, j'ai un concert en coplateau avec Aurélia, du coup, le 23 avril à Luxembourg, un restaurant qui s'appelle Le Gourmet. Et puis un autre concert privé le 14 mai. Et puis là, je continue de composer de nouvelles choses pour certainement faire un prochain album. Et tu vas être également sur la scène de 100% jeunesse avec un titre en exclu. C'est lequel ce titre? C'est un nouveau titre que j'ai écrit qui s'appelle Le vent dans les akènes. Bon, après le sapin, on va prendre un petit moment de légèreté avec ton titre. Merci en tout cas Yael d'avoir été avec nous sur cette émission 100% jeunesse. On te retrouve sur tous les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, YouTube. Yael,
Hayel. Avant de se quitter, merci à vous quatre d'avoir été à mes côtés. Merci également à vous. Chez vous, un petit teasing pour dans 15 jours, parce que oui, on se retrouve pour un nouveau numéro. Ce sera le 19e. Attention, on ne se retrouvera pas en plateau, mais délocalisé. On sera depuis la caserne de pompiers de Rémilly. On s'intéressera aux jeunes sapeurs-pompiers volontaires, hein, ces jeunes qui s'engagent auprès justement des soldats du feu. C'est le cas d'Aziza que nous avons suivi durant toute une journée de garde entre entraînement sur le tapis de course, vous allez le voir, et intervention. Ces journées passent plus vite que l'émission. Et oui, l'émission touche à sa fin. Tout de suite, c'est Hayel en live sur ce plateau. Et rendez-vous dans 15 jours. Salut. Et soudain, cet élan vers l'inconnu qui fait peur et envie à la fois, qui déploie nos parachutes de soie et nous laisse profiter de la vue. Le vent dans les arcs et ouvre la voie, et il t'emporte avec moi. Ah, 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 ah. Je salue le soleil et le grand saule dans le sillon des oiseaux de passage. Il m'indique le sentier d'un nouveau voyage vers un autre horizon que celui qui nous frôle, vers d'autres paysages avant que ne vienne l'orage. Ah, 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 Le ciel se charge de me faire peur. Dans une danse avec le leur, je valse entre mille fleurs. Le ciel se charge et tombe